Effectivement, ce matin, nous avons réussi avec Marie Holtzman, sinologue bien connue, présidente de Solidarité Chine, passionnariat de la cause démocratique en Chine et pour toute l'Asie, solidaire du peuple tibétain, du peuple ouïghour. Eh bien, nous avons réussi à faire paraître une tribune dans Libération, dans les pages rebond, à l'occasion de la rencontre ce soir eh bien, de Hu Jintao et de Sarkozy. Je vais, puisque je dis tout dans cette tribune, je vais donc la lire directement, sans plus de procédés et de manœuvres. Donc le titre de cette tribune, c'est, vous allez apprécier à sa juste mesure, « La France, l'allié servile de la Chine ». Donc signé par Marie Holtzman, sinologue, présidente de Solidarité Chine, et moi-même, Jean-Marc Brulé, conseiller régional Île-de-France, Europe Écologie Les Verts, et président de l'association écologiste pour le Tibet que nous avons fondée avec donc Lydia et Valérie, entre autres amis. Et Sylvain Garel, que vous connaissez tous, puisque c'est l'homme qui a sauté sur la flamme près de la Tour Eiffel en 2008 et dont vous vous rappelez des images. Donc mercredi soir, dès son arrivée à Cannes à la veille du G20, Nicolas Sarkozy recevra Hu Jintao pour un entretien privé suivi d'un dîner. Le lendemain, Barack Obama aura droit à juste 1 heure autour d'un café. Ensuite, quant à Manmohan Singh, Premier ministre indien, eh bien son thé devra être expédié en 45 minutes, pas une de plus. Quant aux autres dirigeants des grandes puissances mondiales, eh bien ils se contenteront de la photo de groupe. Tout cela en dit long sur le rôle que se donne la France auprès de la Chine dans le grand concert diplomatique mondial. Un rôle que l'on pourrait croire privilégié, mais qui se situe de notre point de vue à l'exact inverse, celui d'un allié complice et servile, celui du maillon faible. 48 ans. En janvier prochain, cela fera 48 ans que la France fut le premier pays occidental à reconnaître la République populaire de Chine. Cela fera 48 ans de contorsions douloureuses, comme l'absence de condamnation de la révolution culturelle et de ses millions de victimes. Aujourd'hui, la France reste le pays de l'inaction sur la cause tibétaine, à l'opposé des opinions publiques mondiales. Si on remonte dans l'histoire, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Alain Peyrefitte, et puis maintenant, Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, la France post-gaulienne a perdu en prestige, mais elle demeure constante en servilité. Si les puissances occidentales ne sont pas toutes de la plus grande vertu à l'égard de Pékin, c'est de loin la diplomatie française qui s'évertue régulièrement à freiner toute pression collective, comme celle qu'avait proposée en son temps, je le rappelle, Joschka Fischer, ministre vert des Affaires étrangères en Allemagne. Oui, depuis toujours, la diplomatie française considère qu'il faut ménager la Chine, malgré son régime, et bloque tout front démocratique planétaire contre l'ensemble des exactions du régime chinois. Atteinte aux droits humains, répression contre les syndicats et les ONG, conditions sociales infamantes, absence de démocratie digne de ce nom, mise sous coupe économique et politique des pays satellites, Vietnam, Laos, Corée du Nord, Birmanie, etc. Toutes des dictatures, et les dernières de la planète. Notre pays, la France, demeure silencieux, y compris sur l'oppression quasi-génocidaire des Tibétains et sur la répression des Ouïghours. Notre pays est inactif, surtout, face à cette menace colossale, celle d'une guerre nucléaire sur le dos du conflit avec Taïwan. Pire encore, la France essaye depuis des années d'obtenir la levée de l'embargo sur les armes décidées par l'Union européenne au lendemain du massacre de Tiananmen en 1989. Et vous pouvez tous imaginer ce que cette levée d'embargo pourrait signifier pour l'Asie et pour la planète. Et pourtant, les révolutions en Afrique du Nord ont pourtant démontré l'importance d'accorder autant d'attention aux revendications émanant de la population civile qu'aux affirmations assénées par les dictateurs, selon lesquels ils restent les seuls garants de l'ordre, ou, comme on dit à Pékin, de l'harmonie sociale. Nous aurions pu, nous, là, en France, comme d'autres dirigeants des pays occidentaux, recevoir officiellement le Dalai Lama, accueillir publiquement quelques dissidents chinois, soutenir des écrivains en grande difficulté, tels Yao Yiwu ou Zhu Xing, aujourd'hui hébergés par notre voisin l'Allemagne, et ouvertement fêtés dans toutes les rencontres culturelles internationales. Nous aurions montré alors à l'ensemble de la population chinoise que nous n'étions pas aux ordres de la cité interdite. Tant que la Chine continuera à affirmer qu'elle pratique une, entre guillemets, ascension pacifique, tout en réprimant violemment ses citoyens les plus courageux, tels les avocats défenseurs des droits civiques,
les paysans spoliés de leurs terres, ou les parents d'enfants victimes du lait contaminé. Qui pourra croire à ces beaux discours sans se rendre complice d'une immense supercherie? Avant d'encenser ce nouveau géant économique, n'est-il pas temps de vérifier s'il n'est pas un colosse aux pieds d'argile? Militants amoureux de la Chine, nous faisons nôtre cette phrase de Victor Hugo, écrivain qui y est tant admiré en Chine. Rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu. Le temps arrive, le temps est venu de la démocratie en Chine. Et la France, pour finir, dont la diplomatie aura enfin, on l'espère, opéré une rupture avec des décennies de voleries et de mollesse, la France sera alors enfin devenue la vraie amie que la Chine mérite.